Ça y est, j'ai le fou rire maintenant. Bon, parce que ça fait penser au cinéma, quoi, finalement. Bon, attends. Prise de... Bonjour Alexandre Matilski et merci de nous recevoir chez vous. Donc je vais essayer d'engager une conversation avec vous, mais déjà je voudrais vous présenter rapidement. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc vous êtes maître de conférence à l'ENSAV à Toulouse et vous habitez d'ailleurs dans le sud-ouest. Vous êtes également producteur à France Culture. Ensuite, vous avez une émission sur Arte qui commence à être très importante au niveau des génériques de films. Vous êtes un spécialiste de Roman Polanski. Vous avez même réalisé un film qui s'appelle « C'est beau de porter le vent ». Et vous avez rencontré John Williams et vous avez fait une très belle émission, entre autres bien sûr, sur France Culture au sujet de Ennio Morricone. Et c'est pas tout, mais vous allez peut-être rajouter des détails. Oui, ça fait un moment que je me régale à diversifier en fait les pratiques, les formes de pratiques à la fois audiovisuelles et puis les pratiques de recherche ou de création-recherche ou critique ou critique. Et je me régale parce qu'à chaque fois, ce sont des territoires à défricher, ce sont des rencontres avec des cinéastes, avec des chercheurs et des chercheuses, et puis des étudiants, bien sûr, parce que ça fait 20 ans que j'enseigne dans l'enseignement supérieur. Et mine de rien, l'articulation enseignement, création, recherche et cinéphilie, j'ai envie de rajouter, est un carrefour, une correspondance ça me nourrit vraiment, ça me fait énormément de bien au fur et à mesure des années de pouvoir non pas jongler mais vraiment mettre un trait d'union entre toutes ces pratiques et toutes ces formes d'engagement qui sont liées à la passion du cinéma, clairement. D'accord, alors il y a la passion du cinéma et il y a l'enseignement du cinéma. Je suppose que c'est pas tout à fait la même chose. J'essaie de tout faire pour que ce soit la même chose et qu'effectivement quand on a en face de soi des étudiants, on a envie de leur partager des anecdotes de fabrication de films, on a envie de les inciter à faire des films, on a envie de les inciter à aller en salle voir des films qui ont été réalisés bien avant leur naissance. On a envie, de garder cette flamme-là et de la partager au maximum. Alors, il s'agit pas, comme disait Plutarque, de remplir un vase, mais d'allumer peut-être, d'allumer un petit feu et avec eux et c'est beaucoup de plaisir d'effacer les frontières justement entre l'enseignement, la recherche, la création au maximum et parce que c'est une forme de sincérité tout simplement, je crois. C'est comme ça, faut se donner tel qu'on est et avec ce qu'on fait. Et les étudiants aiment bien, je crois, avoir en face d'eux aussi des bricoleurs qui essaient d'apprendre, de continuer à apprendre. Je crois j'ai toujours l'impression d'être encore un étudiant de cinéma qui continue à découvrir des films, des pans du cinéma et sinon à quoi bon si on n'est pas à nouveau dans cette dimension-là, ça vaut pas trop le coup. Mais alors comment ça se passe quand on est enseignant, on va dire, à l'université auprès d'étudiants qui veulent devenir, j'imagine, cinéastes ou métiers tournant autour du cinéma? Oui, mille et un cinéma, on sait que l'audiovisuel pour ça est intéressant parce que j'ai des étudiants qui aiment plutôt le décor, j'en ai d'autres qui préfèrent les effets visuels, j'en ai d'autres qui préfèrent clairement la mise en scène, d'autres qui sont plus sur l'écriture peut-être,
Et ça, c'est toujours foisonnant, il y a toujours des personnalités très différentes. Et c'est à l'image d'ailleurs effectivement, de la diversité que nous propose ce monde-là du cinéma, où il y a la correspondance des arts, où, je veux dire, entre la musique, l'écriture, l'image, le montage, le jeu, la réflexion, la technique. C'est pour les étudiants un terrain de jeu formidable. Et puis, en tant qu'enseignant, puis en tant que chercheur aussi, on plonge volontiers dans ce terrain de jeu-là. Et on essaie de rester au maximum connecté à la fois au cinéma, puis au vivant. Mais je crois que c'est Baudelaire qui disait que, en gros, les chercheurs ou les savants qui n'auraient pas de pratique, ou en tout cas pas de volonté à être encore dans l'imagination, c'est dommage. Ou c'est Marc Bloch aussi qui disait ça, un savant ou de la science sans poésie, quel intérêt. Donc c'est bien de mêler les choses, je crois, de mêler à la fois la pratique, la théorie, de mêler à la fois l'enseignement, la recherche et la création, et de faire des films, c'est une manière de plonger aussi dans sa propre recherche, d'en extirper des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et le travail que je fais pour Blow Up Arte, par exemple, c'est une mine pour moi. À chaque nouvel épisode de cette série pour Blow Up, j'apprends des choses sur mon propre sujet de recherche, en l'occurrence l'art des génériques de films. Et à chaque épisode, je redécouvre un cinéaste ou une cinéaste ou un acteur ou une actrice par le prisme des génériques, et je découvre des aspects vraiment narratifs ou esthétiques ou rythmiques qui m'avaient complètement échappé. Et de rentrer à l'intérieur du corps même des films, c'est-à-dire par le montage, le son, de rentrer vraiment, de mettre les mains dans la matière même de l'audiovisuel, c'est un vrai plaisir pour moi. Eh bien, moi, j'ai vu celui que vous avez réalisé sur Juan Gatti, dont j'ignorais presque totalement l'existence, sauf que j'avais remarqué les magnifiques génériques d'Almodovar, entre autres. Ouais. Donc, vraiment bravo, c'est 10 minutes, mais vraiment, on comprend tout l'art de ce artiste graphiste. Quand Luc Lagy, en 2012, m'a donné carte blanche à Blow Up Arte pour parler des génériques, c'était une chance incroyable pour mettre à l'honneur des artistes de l'ombre, comme Juan Gatti, effectivement, qui sont des graphistes du cinéma majeurs, parce que quand on pense à Almodovar ou le charisme visuel des films d'Almodovar, eh bien, il vient en grande partie de cet Argentin-là. C'est grâce à cette émission que j'ai compris, effectivement. Qui a fait les affiches d'Almodovar, qui a fait les génériques d'Almodovar, qui a fait même jusqu'au menu DVD d'Almodovar. Et mettre en lumière ça, ça n'a pas de prix, parce que déjà, ça fait partie de ma recherche, effectivement, d'essayer d'aller voir qui sont ces artistes de l'ombre, et de pouvoir le partager au public, c'est-à-dire de faire de la recherche qui touche un nombre plus important, on va dire, de gens que si c'est resté dans des colloques, admettons. C'est bien les colloques, mais pouvoir partager ma recherche sous forme audiovisuelle sur le site d'Arte, pour moi, ça a une double valeur, on va dire, en termes de transmission, de partage du travail qui est fait, qui est très gratifiant. Et j'ai la sensation que ça peut être utile, effectivement, d'un point de vue cinéphilique, de pouvoir partager ces petites découvertes avec des étudiants, des cinéphiles. Blow Up est regardé par des cinéastes aussi, par un peu plein de métiers différents, et que ça puisse être utile aussi, ouais. Oui, mais moi, c'est un peu hardi ce que je vais dire. Je dirais qu'il a presque mieux compris le cinéma d'Almodovar qu'Almodovar lui-même. Parce qu'il arrive à faire une synthèse, et il joue beaucoup sur l'esthétique almodovarien, plus que sur, les acteurs. C'est l'esthétique qu'il fait ressortir de façon magnifique. Et vous en avez fait aussi un sur Robert Zemeckis, qui est aussi intéressant. Ça, c'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. En général, je fais des portraits d'artistes qui sont qui est bien. On va laisser passer le. Tu vas à l'école, au lycée. Bon bon cours, à tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec Blow Up, c'est qu'on peut parler de personnages tout à fait inconnus comme Juan Gatti,
et de cinéastes qui sont beaucoup plus connus comme Zemeckis, mais en réfléchissant sur la question artisanale des choses, parce qu'on se rend compte que quelqu'un comme Zemeckis est un véritable artisan, un expérimentateur, qui aime bien tester des nouveaux dispositifs, et qui est resté, je crois, quelqu'un qui voilà, il aime défricher, il aime conter, il aime raconter. Et ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien aussi raconter un peu le parcours des uns et des autres. Effectivement, dans le cas de Zemeckis, il a essuyé échec sur échec au début de sa carrière. Il a vraiment essuyé beaucoup d'échecs avant de percer d'une certaine manière. Mais il continuait à vouloir raconter des histoires à sa manière. Et puis on se rend compte, en travaillant sur son travail, que qu'il y a des choses, des figures reviennent, qu'il a une esthétique bien à lui, et pour ça, Blow Up est une forme de radiographie, de petits microscopes qui est très plaisant lorsqu'on pratique, parce que c'est des petites capsules de 10 minutes, mais en 10 minutes, on peut dire deux, trois choses qui nous touchent chez tel ou tel artiste. Alors chaque épisode prend du temps, parce que il faut revisionner, c'est beaucoup de lecture, c'est recroiser un peu les témoignages des artistes pour essayer de le restituer dans l'épisode, pour rester proche de l'esprit de ces artistes. Mais c'est différent malgré tout de la radio. Et quand je produis des portraits en radio, c'est plus long, c'est des portraits d'1 heure, c'est différent. Là, j'ai plus le temps de donner la parole à d'autres personnes. J'ai plus le temps de travailler sur les couches, les strates sonores, etc. C'est 2 formes de plaisir différentes, mais qui sont complémentaires. D'accord. Et je pense qu'ils vous ont donné cette opportunité parce que vous aviez déjà écrit un livre là-dessus. Et moi, je me souviens de l'avoir lu et je me souviens que vous aviez analysé le début du bal des vampires avec l'intrusion d'un vampire dans la... C'est bien ça. Dans le bal des vampires, voilà. Il y a le logo, la MGM. Voilà. Le lion est remplacé par un vampire. Ah ouais. Voilà. Et c'est André François qui a fait le grand graphiste, illustrateur André François. C'est André François qui a fait le générique du bal des vampires, et souvent sont derrière ces beaux génériques des artistes qui ont une œuvre à part entière, une œuvre picturale, une œuvre pareil, des gens comme Randy Balsmeyer par exemple, ou Dan Perry qu'on connaît pas bien, ont des filmographies extraordinaires et sont des artistes à part entière, mais sont derrière la plupart des génériques qu'on connaît de ces 30-40 dernières années. Et en ça, cette série, là, on a une petite centaine maintenant d'épisodes pour Blow Up autour de l'histoire des génériques de films, avec ma monteuse Alice de Lima. On essaie de jamais se répéter et de faire un épisode à chaque fois un peu différent. Et à chaque fois, c'est le même plaisir, parce que on sait que on parle de cinéma par un autre prisme qui est un peu inhabituel, et on parle pas sur le cinéma ou sur les gens, mais avec les films. Je crois que c'est Godard qui disait, il aimait pas trop ça, cette expression de parler sur un film. Il disait c'est une manière de dominer le sujet, dominer le réalisateur. Il n'avait pas tort. Et dans les épisodes de Blow Up, on essaie de travailler avec par le montage, avec le son, avec les extraits et avec l'univers des cinéastes. Est-ce qu'il est prévu de faire un regroupement, par exemple, sur DVD pour les écoles de cinéma, parce que c'est intéressant, hein, comme alors sujet. Le Blow Up est très très regardé par les étudiants et les écoles de cinéma, et pas seulement en France. Je sais, alors c'est le cas en Suisse où je me rends régulièrement, puis aussi au Québec. C'est très suivi par les étudiants et par les écoles, justement parce qu'il y a cet aspect thématique et un peu pédagogique aussi d'une certaine manière, puisque avec une voix off on peut transmettre, partager quelque chose. Je crois que ce mash-up que représente Blow Up, cette manière de parler de cinéma en faisant d'une certaine manière des films. C'était d'ailleurs le propos de Germaine Dulac il y a plus d'1 siècle, lorsque Germaine Dulac disait « Si vous avez quelque chose à dire à propos des films, faites des films, c'est peut-être la meilleure manière de parler des films. » Oui, on pourrait le dire à certains critiques. C'est-à-dire le critique qui
qui ne fait jamais de film, mais qui se permet de critiquer les films des autres. Mais bon, ça c'est peut-être Après sur l'écriture, quand Godard dit, lui encore une fois, quand Godard dit faire une critique de film, c'est déjà faire du cinéma. Il n'avait pas tort non plus. Mais ça remonte à Oscar Wilde. Déjà, il disait ça. Oscar Wilde disait la critique littéraire peut être une forme de création artistique. Et je suis tout à fait convaincu par ça. Si on est vraiment dans une recherche critique, un peu créative, je pense que oui, il y a la possibilité là aussi d'effacer une frontière qu'on fait un peu trop souvent entre critique et création, alors qu'en réalité, les choses peuvent être beaucoup plus liées, je crois, et moins séparées. On a tendance à toujours séparer, particulièrement en France, où on est très rationaliste, on sépare les gens, on sépare les disciplines. Alors que non, si on agit en œuvrier, comme disait Roland Gori, en œuvrier, si on mêle la pratique et la théorie, si on met la créativité au-dessus de tout, et on en a vraiment besoin de la créativité en ce moment dans un monde qui est très particulièrement étouffant, il y a la possibilité, à mon avis, de relier davantage les êtres et les disciplines. Justement, je rebondis, là vous parlez de créativité. Moi, alors, tout le monde parle sans arrêt de la crise du cinéma français, qui n'innove plus, qui n'invente plus. Donc, justement, est-ce qu'elle n'a pas été un peu bridée? Parce que moi, j'ai entendu parler, enfin, moi, je ne réalise pas de film, mais de sorte de cahier des charges, un peu copié sur le cinéma américain, c'est-à-dire avec tous les effets wokistes maintenant qu'il faut qu'il y ait un homosexuel, un noir, et puis qu'à tel moment du film, il se passe ceci, et puis on fait des études de marché pour voir. Donc on arrive finalement à un cinéma qui produit que des petites comédies en France maintenant, à part quelques rares exceptions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, clairement, le contexte est au rationalisme, à la technocratie, et à un monde de grilles. On met de plus en plus les gens dans des grilles et des étiquettes. Je crois que c'est Cocteau qui disait « mais quelle folie de vouloir enfermer les gens dans des étiquettes ». Et on n'a jamais été autant là-dedans, et ça vaut pour, je pense, toutes les sphères et tous les corps de métier. Ça vaut aussi pour la recherche, qu'on formate, à mon sens, beaucoup trop. Il faudrait davantage ouvrir la recherche, davantage ouvrir l'enseignement, la critique. Effectivement, la création cinématographique a tendance à rentrer dans des cahiers des charges. Il suffit de voir les témoignages. J'ai souvenir de ce témoignage d'une chef-op française qui avait bossé sur une production Netflix et qui disait, en gros, on est devenus des livreurs de rush. Hein, on nous dit quelle focale utiliser, quel filtre, où poser la caméra, etc. Oui, il y a ce danger de formatage qui concerne en réalité tous les métiers. Et c'est pour ça, je crois que développer la praxis, développer l'envie de créer chez tout le monde est essentiel, parce que c'est un des moyens, et c'est pas moi qui le dis, je veux dire, les études de Roland Gori, par exemple, en parlent beaucoup, sur cette nécessité de créer, et de créer des ponts aussi entre les choses, mais c'est une urgence quasiment humanitaire maintenant. Oui, mais à qui on le dit là? C'est Vox Clementi in deserto. Non, les étudiants sont... les étudiants, la nouvelle génération, lorsqu'on leur donne la possibilité de créer, ils sont fous de joie et ils jouent à fond la carte. Moi, je les incite à faire un film par jour. Je leur dis, mais regardez, on a du numérique aujourd'hui, on continue à faire des films à la manière on continue à utiliser le numérique aujourd'hui pour faire des films comme si on était encore à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire qu'on va passer des mois pour tourner un film, etc. C'est comme si Internet était au mensuel. Non, le numérique permet aujourd'hui, littéralement, concrètement, de faire un long métrage par jour. Voilà ce que je leur dis. Donc, faites-moi plaisir, faites-moi un long métrage par jour. Oui. Alors, certains étudiants me prennent au mot et disent « OK ». Et c'est déjà arrivé que des étudiants à Bac+3 m'ont livré un long métrage en 2 jours, alors avec beaucoup d'imperfections, évidemment, mais ils se sont régalés à le faire. Je crois que poser des défis justement à la nouvelle génération, les inciter à créer, mais ils ne demandent que ça. Ils demandent que ça.
Je leur ai proposé, il y a quelques années, de transformer des équations mathématiques en film. J'avais demandé à Cédric Villani de me sélectionner ses 7 équations préférées. Ah oui? Et il m'a envoyé les 7 équations. Les étudiants ont étudié les équations en question, ont transformé ça en film de 2 minutes. Et grand mathématicien Villani était scié de voir que les étudiants avaient fait l'effort de comprendre les équations et surtout d'avoir rendu vivant ces équations par le prisme du film. Et les étudiants, en fait, s'étaient régalés à ce défi. Si on leur donne des défis, on leur fait confiance et ils sont tout à fait prêts à jouer le jeu parce qu'ils voient qu'on les respecte, qu'on respecte leur part de créativité. Et j'ai souvenir aussi, il y a quelques années, je leur dis, mais moi, mon rêve pédagogique, vous savez ce que c'est? C'est de vous demander à vous de réaliser des petits courts-métrages érotiques. Voilà, gros silence. Et je dis, alors qui voudrait le faire? Et frontal, hein, je veux dire, vous vous affrontez, vous faites pas que la suggestion. Bon. Alors je vais noter les noms au tableau pour voir qui oserait le faire. Bon. Et je me retourne, et là, ils avaient tous la main levée. Ah bon? Ils voulaient tous le faire. Et ça a été l'exercice qu'ils ont préféré l'année. Ils sont amusés comme des fous à faire, alors avec beaucoup d'imagination, et ils ont trouvé plein d'astuces pour parler de cette question-là. Mais c'était des petits défis qui tout d'un coup les sortaient du formatage, même du cursus académique, et de faire des choses un peu différentes. Et je pense toujours à Michel Serres qui dit: qu'est-ce que c'est que la création ou l'invention? C'est l'éclair. C'est pas ce qui est droit, c'est ce qui fait un petit pas de côté pour voir le monde autrement. Et j'aimais beaucoup les textes qui continuent à m'inspirer beaucoup, Michel Serres, parce que il voulait justement chez la jeunesse cette idée dans le Gaucher boiteux, notamment ce fameux livre, le Gaucher boiteux, il dit: créer des ponts, être créatif et laisser l'écriture pousser comme du lierre. Allez-y. Bon. Et les étudiants vraiment sont vraiment demandeurs de ça. Si on leur donne la possibilité de le faire, je vous assure que ils vont faire un petit film, même de 10 secondes par jour, le projeter dans la journée avec leur téléphone ou avec d'autres moyens, et on se régale. Oui, mais alors cette profusion de création, c'est très beau, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi un petit peu, je dirais pas leur mentir, mais leur donner de fausses illusions? Parce que est-ce qu'ils vont passer après? Est-ce qu'on va les retrouver dans le circuit traditionnel? Que deviendront ces œuvres? Parce que c'est quand même des œuvres. Qu'est-ce qu'elles deviendront? Alors, il y a des œuvres de ces étudiants qui sont projetées dans les festivals, qui sont disponibles sur leur portfolio ou dans YouTube, qui sont parfois transformés en version plus longue. Bon. Et puis les étudiants, moi j'ai reçu des mails, des messages d'anciens étudiants au fur et à mesure des années qui étaient très touchants parce qu'ils avaient compris un truc qui était fondamental, qui était le pouvoir incroyable de la culture, parce que je les incite à aller au théâtre, au concert, à voir des expos, et j'ai reçu je me souviens notamment ce mail d'un étudiant qui maintenant travaille dans les effets spéciaux pour Hollywood. C'était son rêve. Bon, il voulait faire des effets spéciaux pour Hollywood, très bien. Il vit au Québec. Et il m'a dit merci beaucoup parce que vous m'avez fait comprendre que la culture, s'intéresser aux films d'il y a très longtemps, permet concrètement de résoudre des problèmes qui me sont posés par le métier chaque jour. Et c'est ce chaque jour qui m'a beaucoup touché. Je me suis rendu compte que, effectivement, certains étudiants, et je me souviens très bien cet étudiant-là, il voulait pas aller au théâtre. Il dit non, la musique classique, c'est pas mon truc. Je dis écoute, si, tu vas voir, le théâtre, c'est la musique classique, tout, c'est important. Bon, ok, je viens. Et j'ai souvenir très très bien de cet étudiant qui, à la fin du récital de piano, est venu vers moi, l'œil un peu humide, en disant je m'attendais pas du tout à ça. Il avait jamais vu un récital de piano et il avait jamais vu un soliste s'exprimer comme ça avec une telle vitalité sur un instrument. Et ça l'a marqué. Mais parce qu'il était dans une disposition de curiosité qui fait que ça l'a marqué aussi. Et quelques années après, j'ai reçu ce message de ce même étudiant qui me dit oui, la musique classique, oui, le cinéma d'il y a longtemps, bien sûr que ça m'aide dans mon métier.
Et ça donne espoir, je crois, que qu'on peut transmettre la création, la culture, et que ça change un petit peu des quotidiens. Et qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que, de mon point de vue, les métiers du cinéma, c'est peut-être l'art le plus complet. Parce qu'il faut à la fois connaître la technique, connaître une focale, connaître, bon, je sais pas, la lumière, etc. Il faut savoir écrire, il faut avoir de l'imagination, il faut savoir aussi, il faut avoir une énorme culture, parce que en général, quand on parle à tout le monde, quand on monte une œuvre d'art, il faut... Alors qu'un écrivain, bon, bien sûr, mais l'écrivain, il lui faut ou son stylo, ou sa machine à écrire, le musicien, bon, son instrument, le peintre, bon, voilà. Tandis que là, mais en plus, c'est un art collectif. Donc, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles, de mon point de vue. Oui, c'est Cocteau, encore lui, qui disait le cinéma, c'est le refuge de l'artisanat. Il était très touché dans ses premières expériences, lui le poète, lui le dessinateur, dans ses premières expériences du cinéma, de voir à quel point les métiers, les artisanats sont à l'œuvre pour le cinéma avec une passion démente, et il apprenait plein de choses. De tous ces artisans, il avait un respect inouï pour les équipes. Ça se voit d'ailleurs dans ses films. Et dans ses textes, surtout quand il retranscrit ses expériences de tournage, il est incroyablement admiratif des moindres petites mains, comme on dit, du cinéma. Et ça, c'est une très, très belle leçon. Et de savoir ça, c'est important. C'est pour ça que développer la pratique du cinéma, les pratiques du cinéma auprès de la nouvelle génération est essentiel. Leur faire comprendre l'importance du son, l'importance de la composition. C'est des choses essentielles. On peut pas passer à côté de ça. Et surtout le pratiquer, c'est-à-dire de passer de poste en poste et se rendre compte de voir les choses à nouveau sous un autre angle. Et voilà, la plupart des cinéastes qui me touchent sont en mesure de comprendre les corps de métier différents. On parle de Cocteau, mais on parle de David Lynch, par exemple, aujourd'hui, qui est peut-être l'artiste le plus complet au monde. Je veux dire, Lynch, capable de faire la musique, capable de jouer, capable d'écrire, capable de réaliser, capable de faire des lithographies exceptionnelles, capable de construire des meubles, capable. C'est l'artiste absolu. L'artiste complet que j'ai envie de l'épingler un peu comme un modèle pour les nouvelles générations, en disant voilà un tout-terrain, touche-à-tout, qui a envie de comprendre aussi les autres, d'une certaine manière. Je crois que c'est le rapport à l'altérité, on en a besoin aujourd'hui, de s'intéresser au corps de métier des autres. Par exemple, moi, chaque année, je fais intervenir un kiné, je fais intervenir un maître sommelier, j'aime beaucoup ça, parce que découvrir le métier des autres, en fait, on apprend aussi sur son propre métier. Exemple, le maître sommelier, par exemple, que je fais rencontrer mes étudiants chaque année, leur fait une leçon de forme et de couleur qu'aucun, peut-être cinéaste ou peintre n'aurait fait de la même manière sans doute. Il leur parle de couleur, leur parle de la forme du verre qui conditionne le nez et le palais, etc., etc. À quel point, oui, la forme compte, la couleur compte, le comparatif de colorimétrie compte. Et ça, c'est presque un devoir en tant qu'enseignant-chercheur de m'intéresser aux autres métiers et d'essayer de le faire partager avec les autres, avec les étudiants. Et puis voilà. Si on n'est pas poreux ou perméable en fait au monde et au vivant, j'ai envie de dire de manière générale, c'est dommage, on passe à côté de continents, de plein de continents. Et donc, ils viennent et ils expliquent les artisans que vous invitez? Oui, ça peut être sous forme d'ateliers ou de rencontres, simplement. Je crois que plus il y a rencontres, mieux c'est. Et c'est une forme de collage, de collision, de toute façon, qui est à la base d'ailleurs du langage cinématographique. La rencontre avec le public, la rencontre avec un visage, la rencontre avec un autre corps, une autre voix,
Et cet art du collage, moi qui pratique un peu le dessin, le collage, etc., pour qui c'est très important de penser avec les mains aussi, de fabriquer en collant, en comparant ce qui n'est pas comparable, comme on dit, en essayant de relier les opposés, les contraires. On y a droit dans l'audiovisuel à faire ça. Dans la vie, on nous empêche de... Il y a des frères ennemis, il y a des frères ennemis pour toujours, alors que en art, on a le droit de réconcilier des choses très, très, a priori très opposées. Et c'est ce qui me touche beaucoup avec le cinéma aussi, sans doute. C'est ce qui me touche beaucoup aussi avec ma pratique de la radio aussi, parce que par la voix, il n'y a plus le parasitage, on va dire, de l'image. On écoute. Et écouter les autres, il me semble que c'est une des plus belles choses au monde. Hein. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je voulais vous dire aussi que, peut-être vous voulez peut-être pas en parler, mais vous avez aussi réalisé. Oui, alors j'ai moins la patience de faire des longs métrages comme d'autres, parce qu'il faut une patience infinie, vu les temporalités, etc. Donc moi j'aime bien les formats courts, j'aime bien réaliser des formats courts. Et de temps en temps, je fais des tournages fiction ou documentaire, mais mais à la vitesse du son. J'ai écrit des pièces radiophoniques pour France Inter il y a quelques années et j'ai eu un choc. Je me suis rendu compte que en radio, on enregistre 20 minutes de fiction en 4 heures. Ce qui, quand on vient du cinéma, est un truc complètement ahurissant. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai pris une claque. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ne tournerais pas à la vitesse du son en m'inspirant des gens de la radio? Je crois que d'ailleurs c'est Alain Resnais qui disait, il faut absolument que le cinéma, la radio et le théâtre se réconcilient. Je crois beaucoup à ça, que la radio, le cinéma, le théâtre se réconcilient. Et quelque temps après avoir vu les gens de radio enregistrer de la fiction comme ça en si peu de temps, j'ai tourné un moyen métrage qui s'appelle C'est beau de porter le vent, que j'ai tourné en 5 jours avec simplement une preneuse de son, un caméraman et une actrice, Annie Roman, et avec un dispositif allégé. Et c'était une autre manière une manière plus simple de faire des films. Et je crois qu'à l'époque du numérique, on devrait peut-être plus faire ça, les choses de manière plus simple comme ça, qui permet d'aller directement à l'essentiel sans un dispositif trop lourd qui, moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je préfère cette forme de simplicité-là. Et faire que la voix et l'image ne disent pas la même chose, etc. Donc c'est un film qui était une forme d'expérimentation un peu, comme en s'inspirant un peu de ce que Marguerite Duras avait osé faire dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire mettre la voix au-dessus de tout le reste, faire des longs noirs de 5 minutes avec juste une voix. On y a droit au cinéma, pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire, effectivement. Faire un décalage entre le texte et l'image. Et je trouve que c'est un beau souffle de liberté. Et pourquoi s'interdire de le faire? Pourquoi voilà. Donc ça, c'est une pratique qui est importante pour moi, en m'inspirant, là encore une fois, du métier des autres. En l'occurrence, la simplicité de la radio me touche beaucoup. Ouais. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la caméra stylo chère à notre réalisateur? La caméra stylo, ouais. La caméra stylo ou le ciné-œil oui, effectivement. Le dessin, l'écriture, le cinéma, pareil. Pourquoi on a séparé les choses alors que on est très proches? Je veux dire, Cocteau l'a très très bien dit il y a un siècle de ça. Il ne voyait aucune différence. Il ne voyait pas les choses étaient liées. Et puis même Ionesco, à la fin de sa vie, après avoir écrit autant de pièces de théâtre magnifiques, s'est mis à la peinture. Et il a écrit ce livre Blanc et Noir à la fin de sa vie où il explique à quel point la découverte de la pratique de la peinture était une révélation parce que tout d'un coup, il pensait avec ses mains. Et il mettait un peu son cerveau en off et c'était une autre forme d'art qui allait lui parler, il allait parler avec cette autre forme d'art, mais c'était quand même lié à son univers d'une certaine manière, puisque ce qu'il peignait était assez proche finalement des choses un peu absurdes qu'il a pu mettre en place. Et tout ça est lié.
tout ça est lié. Et donc on est dans la pensée complexe d'Edgar Morin lorsqu'il dit, notamment dans l'éducation du futur, mais pas que, où il dit il faut relier, en particulier en France où on a cette fâcheuse tendance à séparer, Oui. et pas qu'en France. Classer, séparer. Voilà. Exactement. Eh ben, j'aurais une dernière question, si vous avez encore un petit moment. C'était justement un autre art qui n'est pas négligé par le cinéma, c'est la musique. Donc j'ai vu votre très beau documentaire sur Radio France pour donc Ennio Morricone. Comment l'idée vous est venue et pourquoi Ennio Morricone? Ennio Morricone qui était un expérimentateur extraordinaire dont j'ai suivi quelques-uns des concerts. J'ai rapidement, très brièvement rencontré, c'était dans une autre vie, il y a plus de 20 ans de ça, et sa musique me touche infiniment. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un portrait de lui à travers la voix de Mathieu Amalric, qui a une voix, une espèce de vibrato comme ça. J'ai demandé à Mathieu de dire les mots de Morricone dans ce portrait, avec des témoignages de musicologues, mais aussi de passionnés qui ont pu le connaître ou pas, et pour rendre, par l'émotion, j'espère, ce que je ressens vraiment de ce compositeur qui ne mettait pas d'étiquette sur tel ou tel cinéma, mais qui voyait en chaque rencontre et en chaque film la possibilité d'exprimer quelque chose de nouveau, de tester quelque chose de nouveau. Et au bout de ces 500 et quelques musiques de films, il a fait une œuvre qui a touché toutes les générations et qui méritait un portrait radiophonique un peu différent de ce qu'avait pu faire Tornatore en documentaire télé. C'est-à-dire qu'avec la radio, effectivement, là on peut rentrer peut-être plus en détail sur la matière sonore, rythmique, acoustique de Morricone. Donc c'était un plaisir fou de pouvoir rentrer un peu dans le secret de ce maître. Et moi je passe beaucoup de temps avec des compositeurs de musique de film. Je trouve ils ont une sensibilité extraordinaire. Ils ont les clés d'un monde invisible. Ils sont encore des artistes de l'ombre qui racontent autre chose que l'image la plupart du temps quand ils sont très bons. Je veux dire, lorsque John Williams ou Gabriel Yared ou des compositeurs comme ça qui me touchent beaucoup parce que Nino Rota qui avait cette puissance de la mélodie, et qui avait cette compréhension de la magie du cinéma, quoi. Mais quand Wells dit le plus grand des écrans c'est le son, quand Godard dit dans audiovisuel, audio vient en premier, quand Pascal Quignard dit on entend avant de voir et nos oreilles n'ont pas de paupières, donc le son, la musique, c'est le plus puissant de tous les arts. Je crois beaucoup à ça et je crois que mon intérêt, ma recherche en tout cas autour de l'art des génériques est liée évidemment avec ma passion de la musique, qui est le centre de ma vie. En réalité, la musique, c'est je joue un peu de piano. Pendant le Covid, j'ai fait des petites musiques de films pour du cinéma, pour des films muets d'Alice Guy ou de Méliès. Je m'étais amusé à faire ça parce que les compositeurs m'inspirent et que j'ai envie de tester aussi, pourquoi pas, l'écriture musicale. Et c'est au centre de tout. Et la rencontre avec les compositeurs fait partie aussi de mon travail de chercheur et d'enseignant. Et des rencontres comme ça avec, je pense à Danny Elfman par exemple, la Philharmonie de Paris, il y a quelques années, il m'avait demandé de faire une conférence sur son duo avec Tim Burton. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Et c'est un personnage fascinant, qui a un parcours qui est très inspirant pour les étudiants aussi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le bac, il est parti à Paris jouer sa musique, il est parti en Afrique, il voulait être ethnomusicologue, il construisait des instruments avec des boîtes de conserve. Il a chopé le palu, il a dû rentrer, mais ensuite il a joué dans le groupe de son frère, c'était un espèce d'aventurier. Ce côté s'aventurier, moi j'aime beaucoup, ça c'est très inspirant. Et puis je lui ai demandé, mais c'est quoi le conseil que vous donnez, vous, Danny Elfman, aux étudiants? Ah, il dit, n'ayez pas peur de vous faire virer. Ah bon, j'ai dit d'accord. Oui, parce que moi, quand j'ai démarré, j'ai fait la musique de Pee-wee de Tim Burton, c'était une musique à la Nino Rota, et je pensais qu'Hollywood allait détester cette partition parce qu'elle était un peu destroy. Et en fait, non, j'étais surpris de ne pas me faire virer. Et non seulement ils m'ont pas viré, mais ils m'ont dit, allez, vous faites maintenant la musique de Beetlejuice. Alors là, j'ai fait une musique encore plus destroy,
Et là, pareil, j'étais surpris de voir qu'ils m'avaient pas viré parce que comme j'allais à fond dans mon univers, ils trouvaient ça nouveau et frais, et donc ils m'ont dit c'est très bien. Et donc maintenant, c'est ce qu'il dit aux étudiants. Et sa façon de composer, me semble-t-il, est très proche du travail de. Il dit par exemple, dès que je trouve une mélodie, je fais passer un test à l'acide à cette mélodie. C'est-à-dire, j'enlève une croche, une double croche, une noire, pour voir si la mélodie résiste, si l'idée résiste. J'inverse l'ordre des notes, juste pour voir ce que ça donne. Je teste. Et j'aime beaucoup ça, cette manière de dire, ok, je fouille, je teste tout le temps. Et c'est très inspirant. Je trouve que les compositeurs ont une manière, une approche, en tout cas moi personnellement, qui me touche beaucoup. Et Danny Elfman, voilà, fait partie de ces rencontres qui sont inspirantes et que je ne manque jamais de partager. Eh bien, merci. Hein, merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle un honnête homme.